Bonjour à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Je vous propose de démarrer ce webinaire proposé aujourd'hui par l'association des anciens de l'exécutive MBA CHEA. Ce webinaire qui se posera la question concernant la loi Pacte de savoir si c'est un tremplin pour la retraite supplémentaire de demain. Nos deux intervenants que je vais présenter et à qui je donnerai la parole très rapidement vont vous faire un retour de leur réflexion sur ce sujet. Très rapidement, pour pas prendre trop de temps, vous présenter l'Université Paris-Dauphine et l'exécutive MBA CHEA. Donc Dauphine, c'est un grand établissement, une université, vous la connaissez certainement, un grand établissement, membre de la conférence des grandes écoles, qui a une forte ouverture, bien évidemment, sur l'international avec de nombreux partenariats à l'étranger et des campus délocalisés. C'est surtout pour nous un écosystème intellectuel et entrepreneurial, puisque Dauphine, c'est un centre de recherche, c'est un centre d'enseignement. Dauphine comprend également un incubateur de start-up. En temps, j'allais dire, normal, nous proposons à Dauphine des conférences tous les jours dans les locaux et c'est surtout un réseau important de plus de 90 alumni. Dauphine étant également membre fondateur de l'Université Paris Sciences et Lettres qui regroupe un certain nombre d'établissements parisiens extrêmement connus, ayant eu de nombreux prix, prix Nobel, médaille Fields, etc., de nombreux prix également du CNRS. Donc voilà, un écosystème, un environnement tout à fait privilégié pour la recherche et l'enseignement. Concernant la formation continue, nous avons à Dauphine un département qui est ancien maintenant, qui rassemble une cinquantaine de personnes autour des activités de formation continue et nous proposons des programmes adaptés bien sûr aux enjeux des nouveaux métiers, plus de 50 formations diplômantes, plus de 30 formations certifiantes, mais également des formations sur mesure que nous proposons aux entreprises en fonction de leurs besoins spécifiques en France et à l'étranger, avec notamment des formations délocalisées dans une dizaine de pays. L'exécutive MBA CHEA, Centre des hautes études de l'assurance, a été créé en 1946, puis il a été rattaché à Dauphine depuis 2014, est devenu un exécutif MBA. C'est plus de 500 cadres de l'assurance qui ont été diplômés de cette formation depuis sa création. La formation est conçue en effet pour eux et leur permet une mise à jour disciplinaire autour des fonctions de management dans un secteur bien sûr qui est très technique. Ce parcours leur permet d'acquérir donc des connaissances et des pratiques nécessaires à l'exercice du management, je l'ai dit, de confronter aussi leurs pratiques managériales, de prendre de la hauteur sur les nombreux sujets du secteur de l'assurance et dans la période que nous traversons, bien évidemment, ces sujets ne manquent pas. Et puis, au cours de ce programme, de rencontrer des grands dirigeants de l'assurance. C'est une des plus-values, un des points forts de ce programme, de rencontrer des grands dirigeants de l'assurance et de partir dans la mesure du possible, et je l'espère très rapidement, nous pourrons remettre ça en place, de partir à l'étranger pour découvrir d'autres acteurs des marchés mondiaux. Ces deux participants à cette formation que nous avons le plaisir d'écouter aujourd'hui, Charlotte Martin, qui est manager et membre du comité de direction au sein de Fixage, qui va donc intervenir, et son collègue de promotion, Christophe Olivier, directeur adjoint assurance à la Fédération nationale de la mutualité française, qui est également vice-président de l'Association des assureurs mutuels et coopératifs en Europe. Et sans tarder, je leur laisse la parole pour leur présentation. Je reviendrai à la fin pour animer les questions-réponses. C'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Et évidemment, au nom de Charlotte et moi, on remercie Paris Dauphine de nous avoir invités à
à présenter nos réflexions sur la loi Pacte et plus particulièrement sur l'article 71 qui réforme la retraite supplémentaire, avec une question posée auquel on a essayé de répondre, qui est: est-ce que cette loi va être un tremplin effectivement pour le développement de la retraite supplémentaire de demain? Donc, ce qu'on vous propose, c'est d'avoir une approche en fait en trois grandes parties. D'abord, un premier regard historique sur l'après-guerre, et ensuite avoir une deuxième partie qui sera vraiment l'analyse en fait de la loi Pacte en tant que telle, et puis enfin essayer justement de répondre à cette fameuse question avec des perspectives d'avenir sur l'effet que pourrait avoir cette réforme sur le développement de la retraite supplémentaire. Alors, donc, si j'en viens à l'ambition en fait de l'après-guerre, en fait, la sécurité sociale a été créée effectivement après-guerre avec trois ambitions importantes et qui sont encore très significatives et très importantes aujourd'hui. D'abord, c'était la volonté de créer un régime unique avec des caisses à compétences générales, c'est ce qu'on appelle le principe d'universalité. La deuxième ambition, c'était d'avoir une couverture qui soit généralisée à toute la population, ça c'est important, et qui soit financée par des cotisations qui étaient partagées à la fois par l'employeur et l'employé. Donc principe extrêmement important et encore en vigueur aujourd'hui. Et enfin, une gouvernance qui soit une gouvernance paritaire du système, donc pour la gestion de ces caisses à compétences générales. Alors, si on regarde aujourd'hui la réalité de la situation, en fait, on s'aperçoit quand même qu'elle est un peu différente. Et c'est essentiellement lié au fait peut-être que l'une des caractéristiques de la France, c'est qu'on a maintenu l'esprit du village gaulois, d'où un système qui est construit progressivement, hein, donc, et qui est issu de négociations qui sont des négociations corporatistes, statutaires, et ça résulte en fait en un ensemble complexe de régimes, comme vous pouvez le voir pour partie d'ailleurs décrit dans le schéma à droite. Le deuxième point, c'est que effectivement, du coup, on a une multiplication des caisses à compétences spécifiques au lieu d'avoir justement cette caisse universelle. Si vous regardez un peu cette diapositive, vous apercevez que le système de retraite, plus spécifiquement, est aujourd'hui constitué de 42 régimes, hein, donc en fonction, encore une fois, de logique statutaire et professionnelle. Et alors, pour chacun de ces régimes, on a des fondements qui sont à peu près identiques, mais en revanche, on a des calculs de droit qui peuvent être extrêmement différents, et puis surtout de multiples exceptions d'un régime à l'autre. Et la problématique, c'est que pour la plupart des assurés sociaux, en fait, ces assurés sociaux sont affiliés à plusieurs régimes. Hein, donc, en moyenne, en fait, il avait estimé que chaque assuré était affilié à 3,1 régimes. Ça veut dire que globalement, ça complexifie quand même beaucoup, en fait, la consolidation de la vision des droits en matière de retraite. Alors, pour ce qui concerne en fait la retraite supplémentaire, du coup, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'effectivement, la retraite supplémentaire, elle s'inscrit en supplément des deux piliers 1 et pilier 2 obligatoires, et donc elle réplique un petit peu cette complexité avec en fait un cadre individuel donc qui est offert au travers de produits tels que le plan d'épargne retraite populaire, et puis un cadre professionnel qui a été développé progressivement, d'abord par le Madelin et ensuite par l'introduction des articles 83 et du PERCO essentiellement. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ce régime supplémentaire, encore une fois, il est à la fois complexe parce qu'en fait, il est basé sur une multitude de produits, et comme le mentionne en fait le rapport du Sénat de 2003 au moment de la loi Fillon, en fait, l'ambition, c'était de retracer des suppléments facultatifs de retraite ne sauraient être embarrassés, tant sont nombreux les régimes catégoriels mutualistes, en particulier proposant des produits à cet effet. Donc on voit bien qu'effectivement, au travers de toutes les réformes qui ont eu lieu durant les 30 dernières années, on a essayé de compléter l'offre de retraite supplémentaire, mais en la complétant, on l'a largement complexifiée. Et c'est un peu le problème et la justification, en fait, de la réforme de la loi Pacte au travers de l'article 71. Donc je vais passer maintenant la parole à Charlotte, qui va rentrer un petit peu plus dans les constats qu'on peut avoir au niveau de ce marché de la retraite supplémentaire hanté loi Pacte. Merci Christophe. Donc, comme tu nous l'as présenté, effectivement, il existe aujourd'hui un certain nombre d'outils qui ont été instaurés au gré des réformes et qui disposent de caractéristiques techniques diverses, donc que ce soit au niveau de la fiscalité, au niveau de l'accessibilité ou encore au niveau de la sortie. Or, cette multitude d'outils rend l'offre complexe et peu lisible pour des épargnants déjà très peu éduqués financièrement. À cela, on note aussi un manque de flexibilité puisque
ces produits offrent pour la majorité une sortie en rente exclusive qui n'offre pas la sécurité, la flexibilité recherchée par les épargnants, au regard de, par exemple, d'autres produits tels que l'assurance vie qui offrent des rentabilités peu différenciantes. Ensuite, on note également une inégalité d'accès à l'offre. Donc, si on va sur le slide suivant, Christophe. Pardon. Une inégalité d'accès à l'offre. Donc, comme on peut le voir dans le tableau de gauche, aujourd'hui, l'offre est majoritairement portée par les produits collectifs qui représentent environ 2/3 de l'encours, de la collecte et du nombre d'adhérents. Mais au sein de ces dispositifs collectifs, on observe notamment une grande diversité de détention, de mise en place en fonction des entreprises. Les grandes entreprises mettant en place ce type de dispositif, là où les petites les mettent plus difficilement en place, notamment du fait du coût que cela peut induire et de la complexité de l'offre proposée qui est parfois difficile à prendre en charge pour des petites structures qui n'ont pas forcément les moyens adaptés. Au-delà des dispositifs collectifs d'entreprise, on constate aussi, dans le tableau en bas à droite, le relatif succès des contrats Madelin avec une forte détention des professions libérales, des indépendants et des exploitants agricoles. Cela fait notamment écho, alors si on revient sur le slide précédent, cela fait notamment écho au fait que CSP, ces professionnels bénéficient d'une pension de retraite obligatoire généralement plus faible que les autres professions. Enfin, on note également la plus grande détention des produits de retraite pour les CSP élevés, qui se traduit tout simplement par l'avantage fiscal qui est offert à l'entrée sur les produits de retraite supplémentaires, qui n'incite pas les populations qui ne bénéficient pas, qui ne payent pas d'impôts de cotiser. Donc ensuite, on constate aussi une inadéquation dans le financement de la retraite. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on sait que le sujet de la retraite est un sujet constant depuis la fin des 30 Glorieuses. Pour autant, on observe que le marché est peu développé, avec un encours de 237 milliards, très faible au regard de d'autres produits comme l'assurance vie, qui affiche un encours de 1,7 milliard, de 1700 milliards d'euros, ou encore de produits tels que les livrets réglementés qui affichent des encours de un peu plus de 400 milliards. On peut aussi voir que le marché est peu développé si on met en regard les prestations versées par rapport à celles qui peuvent l'être dans le champ du régime obligatoire, puisqu'elles représentent seulement 2,7% des prestations versées dans le champ obligatoire. Et cela alors que on s'attend à une baisse inexorable du taux de remplacement à moyen terme, du fait de la démographie défavorable aujourd'hui, de l'allongement de la durée de vie, mais aussi de la croissance économique qui est fortement ralentie ces dernières années. On observe également que la rentabilité est en déclin, ce qui ne joue pas favorablement pour l'attractivité de l'offre. En effet, les taux bas actuels jouent défavorablement sur l'attractivité du fait de la baisse des taux de rendement. Pourquoi est-ce que les taux de rendement baissent? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, avec la directive Solvabilité 2, le coût en capital élevé le coût en capital élevé affecté aux actifs risqués oblige les organismes assureurs à appauvrir leur poche action dans leur bilan au profit de produits de taux. Or, ces produits de taux sont directement affectés par la baisse des taux qui impactent les produits financiers réalisés et indirectement directement le rendement
la revalorisation accordée. Mais cela, vous allez nous dire, on observe la même chose sur les contrats d'assurance vie. Oui, mais en complément sur les contrats de retraite supplémentaires, on est aussi affecté au travers du passage en rente, au travers 2 éléments. Le premier élément qui est la baisse de la valeur économique liée au mécanisme d'actualisation, puisque plus le taux d'actualisation sera bas, plus la rente initiale sera faible. Le taux d'actualisation au moment de la conversion traduisant les rendements futurs. Et on met l'allongement de la durée de vie qui se traduit lors de la mise à jour d'étapes de mortalité réglementaire, également par une baisse de la rente. Donc l'ensemble de ces éléments ne permet pas aux assurés de bénéficier d'un vrai effet de levier dans la constitution de leur retraite par le biais de ces produits. Enfin, le dernier constat que nous souhaitions mettre en avant est le constat d'un marché faiblement concurrentiel. En effet, on constate que le marché est réparti entre organismes assureurs et gestionnaires d'actifs en fonction du vecteur contractuel, donc les comptes titres pour les gestionnaires d'actifs et les contrats d'assurance pour les organismes d'assurance, les comptes titres étant principalement délivrés pour tout ce qui est PERCO et contrats d'assurance pour tout le reste. Mais également, on observe que l'encours et les cotisations sont concentrées autour de quelques gros acteurs. Plus en détail, si on regarde les 2 plus gros acteurs, donc AXA et AG2R La Mondiale, à eux seuls, ils représentent près d'un tiers des cotisations versées sur le total de la retraite supplémentaire. De même, au niveau des encours, si on ajoute à ces 2 acteurs CNP Assurance, on atteint près de la moitié de l'encours total de la retraite supplémentaire. Donc, on voit bien que le marché aujourd'hui est faiblement concurrentiel. Et c'est dans ce contexte qu'a été introduit la loi Pacte, dont Christophe va vous présenter les ambitions et les principales caractéristiques. Merci Charlotte. Effectivement, on va rentrer dans la deuxième partie de notre exposé qui est donc le cœur du sujet, c'est-à-dire l'article 71 de la loi Pacte qui réforme la retraite supplémentaire. Pardon. Donc, si on analyse d'abord les motivations gouvernementales de cette réforme, donc comme l'a décrit Charlotte, on voit bien qu'en fait le marché jusqu'à présent était relativement inefficient si on le compare à d'autres marchés d'épargne. Et donc la volonté du gouvernement était double. D'abord, c'était évidemment d'essayer d'apporter une certaine simplification au marché. On a vu la complexité, apporter une certaine simplification au marché de manière à rendre le marché plus attractif et notamment homogénéiser les différentes conditions sur les produits. Et puis la deuxième motivation qui est tout aussi importante que la première au regard du gouvernement et de la loi Pacte, c'est évidemment d'accompagner le développement des entreprises en favorisant le déplacement de l'épargne qui est constituée par les ménages vers de l'épargne entre guillemets productive et en particulier vers les PME et les PMI qui en ont le plus besoin en France. Donc voilà les 2 grandes motivations en fait du gouvernement. On voit qu'effectivement, quand on regarde un peu l'épargne français, en fait, seulement 11%, comme c'est marqué sur le petit dessin, de l'épargne des Français est allouée au financement des fonds propres des entreprises, qui est relativement faible si on le compare à d'autres pays. Alors, c'est aussi une tendance occidentale européenne. Si on compare ça effectivement aux États-Unis ou à la Grande-Bretagne, une grosse partie du financement des entreprises est faite par les banques directement, elle est peu faite par les marchés. Alors, si maintenant on s'intéresse effectivement aux objectifs de la loi Pacte plus en détail. Donc, première chose, en fait, le gouvernement a souhaité améliorer l'attractivité des produits. Et pour ça, en fait, il a d'abord créé une enveloppe unique, ce qu'on appelle le plan d'épargne retraite, le PER, pour regrouper l'offre existante avec des modalités contractuelles et fiscales qui soient le plus cohérentes possible. Elle offre donc un libre choix en matière de liquidation, ça c'est quelque chose d'extrêmement important. Avant, comme on l'avait mentionné, c'était essentiellement de la sortie en rente, peu de sortie en capital. Aujourd'hui, il y a liberté entre sortie en rente, capital, avec des mécanismes qui peuvent varier et qui permettent en fait une plus grande flexibilité. Alors,
Il y a aussi une généralisation de l'option de transfert. Alors ça, c'est extrêmement important. Les contrats, effectivement, doivent pouvoir suivre l'épargnant en fonction de son statut et de sa carrière professionnelle. Et donc, faciliter le transfert de ces contrats était une étape importante qui était prévue dans le cadre de l'article 71 de la loi Pacte. Ensuite, le dernier point qui est important, c'est le problème de la sécurisation des fonds. Alors, cette sécurisation des fonds, en fait, elle a été assurée d'une part par une généralisation du cantonnement, c'est-à-dire qu'en fait, maintenant, les opérateurs d'assurance vont avoir l'obligation, enfin, de cantonner l'ensemble de leur activité retraite au sein d'un même canton. Alors, c'est pas un cantonnement portefeuille par portefeuille, hein, c'est vraiment l'ensemble de l'activité retraite qui va être cantonné, mais ça permet une certaine forme de sécurisation des fonds de retraite. La deuxième chose qui est importante, c'est que, évidemment, on veut pousser vers la gestion pilotée. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme on l'a dit, le gouvernement souhaite forcer les épargnants à aller vers de l'épargne productive, donc qui finance l'économie, et donc plutôt vers des unités de compte. Or, pour protéger l'épargnant, en fait, on a pensé que la gestion pilotée qui était déjà pratiquée par les gestionnaires d'actifs était un bon moyen de sécuriser les fonds au moment de la liquidation. Donc ça, c'est pour ce qui est de l'aspect attractivité du produit. Maintenant, si on parle de l'aspect de réorientation de l'épargne, pour favoriser cette réorientation de l'épargne, la première décision qui a été prise, c'était de mettre en concurrence directement les opérateurs de compte titres et les opérateurs d'assurance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, contrairement à ce qui se passait avant, quelle que soit la typologie de l'opérateur, ils peuvent être actifs sur l'ensemble du marché, que ce soit donc le collectif ou l'individuel, et que ce soit donc le collectif facultatif ou le collectif obligatoire. Donc ça, c'est une évolution importante, et l'objectif, évidemment, c'est de booster le marché par la concurrence. La deuxième chose, c'est d'inciter fiscalement à la fois les entreprises souscriptrices et les épargnants à investir donc, dans ces solutions de retraite supplémentaire, en réduisant d'une part le taux de forfait fiscal pour les entreprises et en incitant le transfert des capitaux provenant des contrats d'assurance vie pour les épargnants. Donc ça, c'est vraiment deux mesures extrêmement importantes qui ont été prises pour améliorer donc la réorientation des capitaux. Si on regarde plus en détail maintenant ce produit plan d'épargne retraite, donc comme le montre hein, le schéma, le premier tableau sur la droite, hein, en fait, on a un produit avec une enveloppe produit avec trois sous-produits. Hein, donc les trois sous-produits, c'est le PER individuel, le PER d'entreprise collective qu'on appelle le PER Call, et puis le PER entreprise obligatoire qu'on appelle le PER OB. Et dans ces trois produits, en fait, on les a subdivisés par compartiment. Alors pourquoi cette subdivision par compartiment? En fait, c'est pour tenir compte de la typologie des versements qui subiront une fiscalité qui est propre à cette typologie. Et comme on le voit, en fait, hein, les versements volontaires déductibles vont avoir une fiscalité particulière. Les versements issus de l'épargne salariale vont avoir une fiscalité, là encore, particulière. Et enfin, les versements obligatoires par le salarié et ou par l'employeur vont avoir à nouveau une fiscalité particulière. Donc, en fait, on a voulu une simplification par une enveloppe unique pour ces trois sous-produits, mais elle est un peu complexifiée quand même par le fait que la fiscalité qui s'applique au versement peut être différente en fonction de la source des versements. Donc ça, c'est quand même quelque chose à retenir parce qu'en matière de distribution, évidemment, ça ne rend pas forcément simple la distribution de ces produits. Alors, en revanche, ce qui a été fortement amélioré, c'est, comme on l'a vu, les conditions de sortie qui sont identiques en fonction de l'origine des flux et non pas en fonction du produit. Hein, donc, évidemment, on a d'une part facilité la sortie anticipée en cas d'accident de la vie qui a été généralisée. On a permis, en fait, la sortie généralisée en cas de résidence principale, sauf pour les versements obligatoires. On a permis, évidemment, une sortie en rente ou en capital ou un mix au moment de la retraite, à nouveau, sauf pour les versements obligatoires qui doivent forcément sortir en rente. Et enfin, la transférabilité des produits. Alors, on a mis portabilité, mais en fait, c'est plus la transférabilité des produits qui a été généralisée, quels que soient les contrats, et ça, c'est quand même quelque chose de très, très important. Et enfin, les frais de transfert qui vont être réduits hein, en fonction de la maturité du contrat. Pardon. Et tout ça avec, chose importante, une fiscalité qui a été harmonisée, comme je vous l'ai mentionné hein, sur le tableau plus haut, c'est-à-dire qu'en fonction des flux, la fiscalité est complètement harmonisée, avec une généralisation de l'option de la déductibilité des versements volontaires. Alors,
Je ne vous ai pas parlé de ce fameux petit compartiment 1 bis parce qu'en fait, il est lié à une option pour l'épargnant à l'entrée qui peut choisir de défiscaliser à l'entrée ou non, ce qui complexifie encore un petit peu la dimension fiscale et le compartimentage des produits. Alors, si on regarde maintenant le marché un an après, je vais laisser Charlotte vous l'expliquer. Oui, merci Christophe. Donc, on a souhaité maintenant vous présenter, une fois vous avoir présenté le PER, vous présenter les premiers éléments chiffrés un an après. Donc, ce qu'on observe, c'est un encours de près de 12 milliards d'euros, dont 54% de produits collectifs. Donc, les produits individuels se sont un peu plus développés que les collectifs, si on met ça en regard de ce qu'on regardait tout à l'heure, où les produits collectifs représentaient 2/3 de l'encours. On note aussi donc le PER individuel, une collecte de 5,5 milliards en un an, soit près de 90% de la collecte 2017 du PER et du Madelin réunis, alors même que les produits étaient toujours commercialisés, puisque on ne l'a pas précisé, mais les anciens produits, donc article 83, PERP, Madelin, ont été commercialisés en doublon avec les PER jusqu'en octobre 2020. Pourquoi j'ai pris en comparaison 2017? C'est tout simplement parce que 2018, étant une année blanche, ça biaise un petit peu les chiffres. Mais donc, on est sur 90% de la collecte PERP et Madelin réunis. Sur le PER collectif, on constate aussi une bonne dynamique avec un encours de 5,6 milliards d'euros à fin septembre, soit un encours 2 fois supérieur à la collecte annuelle 2017 du PERCO. Alors, par contre, si on regarde le PER obligatoire, on constate quant à lui qu'il est en retrait par rapport aux deux autres produits, avec un encours d'un peu moins de 1 milliard d'euros. Et cela fait notamment suite au fait que la transformation d'article 83 vers PER obligatoire est un peu plus complexe à mettre en place que ce qui peut être le cas pour les produits individuels ou pour les comptes titres par le biais du PERCO. Donc cette collecte de 1 milliard et si on met en comparaison avec l'article 83, elle est beaucoup plus faible puisque l'article 83 en collecte 2017 s'élevait à 3,6 milliards d'euros. Parallèlement, on note un taux d'UC plutôt élevé puisqu'il s'élève à 51% sur les organismes d'assurance, sur le périmètre des organismes d'assurance. Si on met celui-ci en comparaison de la collecte UC observée sur la même période sur l'assurance vie, on est bien plus élevé puisqu'elle s'élevait à 36%. Toutefois, ces observations méritent d'être légèrement nuancées puisque une grande part de la collecte est constituée par des transformations d'anciens produits. En effet, la part de transfert dans la collecte PER s'élève à 70% de l'encours global pour tous les PER réunis et elle s'élève même à 90% pour les PER collectifs. Or, le transfert en tant que tel ne crée pas vraiment de réelle valeur ajoutée pour les organismes d'assureurs ou les gestionnaires d'actifs, puisque, comme on l'a dit, il s'agit juste d'un transfert. On a également souhaité vous présenter les données les plus fraîches qu'on avait, donc à fin janvier. Par contre, c'est vrai qu'on n'avait pas de données concaténées des périmètres FFA, FNMF et AFG. Donc, on s'est contenté des informations de la FFA qui représente quand même la majorité du périmètre. Ce qu'on constate, c'est que sur le périmètre FFA, la bonne dynamique est conservée, voire on observe même une dynamique renforcée sur le PER, puisqu'on a un total de cotisation 2020 de 9 milliards
là où on affichait un encours à fin septembre de 5,5 milliards sur l'ensemble du périmètre. Sur le PERCO, on affiche un encours de PER obligatoire, pardon, on affiche un encours de 1,2 milliard à mettre au regard des 0,9 milliards observés à fin septembre. Donc la dynamique est conservée avec un taux de transfert qui reste relativement stable. Côté PER collectif, on observe une dynamique toujours constante puisque l'encours s'élève à 8 milliards à fin décembre 2020. L'AFG indiquait par ailleurs que la collecte PERCOL plus PERCO avait progressé de 12% au cours de l'année 2020. À cela, on peut ajouter une croissance de l'encours en gestion pilotée qui représente désormais 7,7 milliards d'encours, donc un tiers des encours retraite, qui permet de répondre notamment à l'objectif du gouvernement de financement des fonds propres, des entreprises, par le biais du financement des fonds propres. Concernant les parts de marché, on a constaté côté acteurs que les plus offensifs se sont positionnés sur les 3 compartiments dès le 1er octobre 2019, grâce notamment à des partenariats avec des gestionnaires d'actifs pour la partie PER collectif. Mais toutefois, les parts de marché restent relativement stables, avec une présence des mutuelles et sociétés d'assurance pour tout ce qui est PER individuel, une présence uniquement des sociétés d'assurance pour tout ce qui est PER obligatoire et une présence des gestionnaires d'actifs pour tout ce qui est PER collectif. Donc, à date, les parts de marché n'ont pas été totalement revues, sont même très, très stables. On voulait également s'intéresser, fort de ces observations, au constat que pouvaient en retirer les différents protagonistes. Alors, si on se place côté gouvernement, les premiers chiffres et la progression du taux d'UC traduisent un réel succès. Et c'est vraiment le message qu'on peut voir dans la presse de la part du gouvernement. De plus, côté opérateur, on observe un fort volontarisme. En atteste le nombre important d'offres observées à fin juin. On était à une cinquantaine d'offres sur le PER individuel. Donc, ce qui représente quand même une part importante. Mais on doit quand même nuancer ces constats. Pourquoi? Puisque, comme on l'a dit, la collecte est constituée en grande partie de transferts, ce qui ne crée pas vraiment de valeur ajoutée. De plus, les épargnants ont remonté à fin 2020, même si ça tend à se corriger, être faiblement informés sur les produits d'épargne. On avait par exemple une enquête du Cercle des épargnants de février 2020 qui indiquait que 2 tiers de la population sondée n'avaient jamais entendu parler de la loi Pacte. Mais comme on l'indique plus bas, aujourd'hui, donc dans le baromètre 2021, on voit que la situation tend à se corriger puisque un Français sur 6 s'est notamment vu proposer la souscription d'un PER. Donc le plus souvent par le biais de leur banque. En autre point négatif qu'on peut noter, on observe notamment, et du fait de la crise Covid, que les négociations nécessaires à la mise en place de tels dispositifs dans les entreprises ont dû être retardées puisque les agendas des entreprises étaient occupés par la gestion de la crise et donc ça a retardé toutes ces négociations nécessaires à la mise en place de tels produits. Alors, c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé tout à l'heure, mais il est important quand même de rappeler que les entreprises, pour conserver les avantages sur le taux historique, le taux de prélèvement historique,
sont quand même incités à transférer leur encours avant le 1er janvier 2023. Donc, même si aujourd'hui ça a pris du retard, ça ne veut pas dire que la marche ne va pas, que cela ne va pas se faire rapidement du fait de cette incitation mise en place. Donc malgré cela, comme on l'a dit, la crise sans précédent à laquelle nous faisons actuellement face assombrit les perspectives de développement à court terme et pose un certain nombre de questions que nous allons essayer de partager avec vous. Merci Charlotte. Effectivement, il y a un certain nombre de questions en suspens. Donc c'est vraiment la dernière partie de notre intervention. Et notamment sur la base de ce premier état des lieux, en fait, on peut se poser la question de ce que l'avenir de cette loi Pacte et le succès qu'elle pourrait avoir. Donc, si on prend cette loi et qu'on l'observe, enfin, cette réforme et qu'on l'observe, pardon, en fait, force est de constater qu'en matière de facteurs déterminants en matière de retraite, la crise Covid ne va pas modifier en profondeur la tendance confirmée du vieillissement de la population. Alors même s'il y a des décès constatés qui sont importants, qui touchent la partie la plus âgée de la population, aujourd'hui ça ne modifie pas de façon significative l'état de mortalité et surtout la répartition entre actifs et retraités. La deuxième chose qui est importante, c'est que ça ne va pas lever l'incertitude sur l'évolution dynamique à long terme du PIB, au contraire, hein, d'autant plus qu'on rentre dans une période de transformation avec l'impact de l'écologie, etc., qui font qu'en fait il va y avoir des changements significatifs avec une visibilité faible sur le développement du PIB. Donc ça, c'est deux points qui sont quand même extrêmement importants. Par ailleurs, il y a d'autres déterminants qui sont confirmés. C'est une gestion de la dette par les banques centrales, en fait, qui fait qu'on va encore avoir un taux bas pour les prochaines années, des conditions de taux bas pour les prochaines années. Et donc ça, c'est un paramètre extrêmement important, comme on l'a vu pour le modèle assurantiel, notamment. Ensuite, il y a un choix gouvernemental de statu quo sur l'incitation à l'épargne longue qui est faite via l'outil fiscal, qui ne bénéficie qu'à une partie minoritaire de la population. Et cette situation n'a pas été changée par la loi Pacte. Donc tout cela, ça induit pas, en fait, pour nous, de notre point de vue, d'espérance forte pour le développement du marché. Alors, par ailleurs, en fait, si on regarde du côté épargnant, en fait, on peut dire que l'information, comme l'a souligné tout à l'heure Charlotte, l'information sur le produit, elle est toujours jugée insuffisante par ces derniers. Globalement, sur l'ensemble de la population d'épargnants, les épargnants estiment qu'ils ont une information tout à fait insuffisante sur les nouveaux produits d'épargne retraite. La deuxième chose qui est importante, c'est qu'il y a une prudence, une prudence que je qualifierais d'atavique, hein, qui conduit en fait les épargnants à maintenir leur épargne garantie et liquide, mais même si elle est peu rémunérée, et on l'a très bien vu, hein, il y a eu une forte constitution de l'épargne pendant la période de Covid, mais cette forte constitution de l'épargne, d'abord elle est faite par les CSP les plus riches, et en plus, elle est faite sur des produits qui sont des produits relativement liquides. Le troisième point qui est important, c'est que des mesures trop parcellaires pour élargir de façon significative le périmètre des épargnants ont été pris, et notamment les mesures fiscales. Alors après, maintenant, si on s'intéresse au produit lui-même, alors certes, il y a eu des efforts évidents de simplification, hein, mais globalement, on peut dire qu'en fait, pour nous, enfin, de nos points de vue, l'évolution, elle est insuffisante. Pourquoi? Parce que on est passé d'une complexité de l'offre avec une multitude de produits effectivement à une enveloppe qui est beaucoup plus simple dans son fonctionnement général, mais qui quand même reste complexe à expliquer, notamment sur l'aspect fiscal. La deuxième chose qui est importante, c'est que le succès en fait, de cette réforme, elle repose sur une forte dimension de conseil et de confiance, et ça implique effectivement, de ce point de vue-là, des investissements très importants des organismes en termes de formation et d'accompagnement de leur personnel pour justement accompagner cette réforme et vendre ces nouveaux produits. Et enfin, il y a le problème du pilotage pour garantir le rendement du capital épargné à la liquidation qui nécessite une optimisation délicate, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'en fait, il y a quand même une très forte incertitude sur les perspectives économiques et financières, et il y a surtout une multiplication des crises affectant les marchés financiers qui rend difficile en fait ce pilotage. Enfin, et donc on l'a souligné, il y a la problématique du cadre fiscal et réglementaire. Alors,
On a déjà souligné le caractère insuffisant des incitations fiscales qui s'adressent essentiellement, je dirais, à la première partie médiane de la population la plus élevée. Et puis, il y a aussi un problème important qui est le fait qu'en fait, globalement, on a des règles européennes en matière de retraite et d'épargne longue, prudentielles notamment, qui sont à la fois coûteuses et inadaptées à la gestion du risque long dans un contexte de taux bas notamment. Donc tout ça fait que globalement, on n'est pas forcément très enclin à voir un développement rapide de ce marché. Alors, je n'ai pas souligné ce qu'il y a dans la bulle, la problématique des coûts de ces produits, mais effectivement, il y a une dimension coût des produits qui est quand même non négligeable, qu'a souligné récemment 60 millions de consommateurs dans une enquête. Alors, si on s'intéresse ensuite au contexte plus global de développement du marché, alors, le contexte d'incertitude qu'a induit la crise sanitaire s'avère, à notre avis, peu propice au développement. Pourquoi ? Parce que d'abord, au global, les espérances de reprise sont sans cesse repoussées, hein, on l'a vu. En fait, on avait bon espoir en septembre que la crise était plutôt derrière nous en septembre 2020. En fait, on arrive dans la troisième vague avec un questionnement sur effectivement l'accélération de la vaccination et potentiellement de son efficacité sur les variants futurs. Donc, en fait, il y a toujours une incertitude qui est maintenue en fait sur la sortie de crise sanitaire, qui influe évidemment sur la sortie de crise économique. D'autant plus qu'on ne sait pas comment, en fait, l'arrêt de l'aide des pouvoirs publics aux entreprises va influer sur le marché. Donc ça pose quand même de sérieux problèmes. Donc malgré effectivement un important effort public, la fragilisation du tissu économique, elle est forte, elle va peser sur les espérances de revenus des ménages, et ça va effectivement influencer potentiellement sur la capacité d'épargne. La deuxième chose qu'on a évoquée, c'est la prudence des épargnants, qui reste de mise, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de visibilité sur leur situation professionnelle, et donc ils vont encore accroître la prudence qu'ils ont en matière d'épargne, et elle va plutôt avoir tendance à allouer vers de l'épargne courte, même si elle est moins rentable. Le troisième point, c'est côté entreprise. Donc si on s'intéresse à la situation des entreprises, en fait, ce qu'on voit, c'est que les plus petites, en fait, notamment, n'ont pas pour priorité de vendre ce produit d'épargne, de l'adopter chez elles. Et donc, en fait, l'ouverture des négociations sur la retraite d'entreprise, notamment sur la partie paire obligatoire, elle est plutôt retardée aujourd'hui. On ne voit pas, notamment pour les petites entreprises, une accélération de cette politique. Donc voilà, et puis le dernier point qui est évidemment fondamental, c'est le problème de la réforme des piliers obligatoires. Donc c'est pareil, cette réforme des piliers obligatoires était dans la mandature présidentielle, elle a été repoussée sine die suite donc à la crise sanitaire et à la crise économique qui en a suivi, et pour l'instant on n'a pas de visibilité sur cette réforme qui est pourtant fondamentale parce que l'absence de réforme en fait nuit à la clarification des besoins en termes d'épargne future pour maintenir en fait un niveau de vie au moment de la retraite. Donc voilà un petit peu, comme vous voyez, nos perspectives, en fait, l'analyse des perspectives de notre point de vue n'est pas forcément très optimiste. Hein. Donc je vais laisser maintenant Charlotte vous parler en fait des perspectives à plus long terme. Merci Christophe. Alors avant de projeter à plus long terme les espérances concernant le marché de la retraite supplémentaire, je pense qu'il est important de rappeler que la loi Pacte, elle a juste consisté à un aménagement de l'offre existante, mais elle n'a pas modifié fondamentalement l'existant. D'ailleurs, on le dit un peu par abus de langage, mais on parle de paire obligatoire, d'article 83 pour le paire obligatoire. Le paire Pellemadeleine se retrouve dans le paire individuel, et puis le paire collectif versus le paire co. Au-delà de ça, effectivement, comme l'a dit Christophe, à court terme, on a une crise sans précédent qui pourrait avoir des impacts à plus long terme en fonction de la reprise. Et surtout en fonction de la maîtrise du virus. Comme on l'a dit aujourd'hui, la maîtrise du virus est vraiment incertaine, sauf que tant qu'on n'arrivera pas à maîtriser le virus,
l'économie, on voit mal comment l'économie peut repartir. De plus, c'est vrai qu'aujourd'hui, les politiques européennes tendent à soutenir l'économie, notamment en incitant, pas à soutenir l'économie, mais on ne sait pas ce qu'il en sera demain. On observe aussi que la crise a créé des séquelles. Notamment, on se retrouve aujourd'hui avec une dette dont le poids n'a pas d'égal, qui n'a jamais été dépassée et qui, même si elle est rendue temporairement supportable par un niveau de taux extrêmement bas, risque de peser à long terme sur l'économie. Ensuite, on constate que le tissu économique a été fragilisé et cela est notamment amplifié par les transitions en cours telles que la digitalisation ou la transformation économique qui risque de revoir notre modèle et donc qui peut mettre en péril ce nouveau marché. Ensuite, on a aussi observé une paupérisation de la population du fait de la crise. On le voit d'ailleurs aujourd'hui, on en parle beaucoup avec une paupérisation des jeunes générations et un creusement des inégalités, puisque c'est vrai que même si l'épargne des Français n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui, cela concerne que la population la plus aisée, mais à l'inverse, les premiers déciles de la population, eux, souffrent vraiment de la crise. Toutefois, on observe quand même des opportunités de notre fenêtre aujourd'hui, notamment la faiblesse des revenus futurs par les régimes obligatoires. Comme on l'a dit, aujourd'hui, le développement l'évolution démographique est plutôt défavorable au régime par répartition, ce qui tend à diminuer les taux de remplacement. On s'interroge aussi sur le rôle prépondérant de l'État dans la protection sociale. On pense notamment à ce qui a pu être évoqué dans le projet de réforme des retraites, de plafonner les cotisations au régime de retraite obligatoire, ce qui pourrait permettre un certain transfert vers les entreprises, par exemple. Enfin, les épargnants. Une des opportunités est la prise de conscience des épargnants de l'importance du financement des entreprises par les fonds propres, notamment aujourd'hui en situation de crise où on sait que les entreprises sont malmenées et où la population prend de plus en plus conscience de la situation économique dramatique dans laquelle on se trouve, peut permettre d'inciter les épargnants à cotiser sur ces régimes de retraite supplémentaires de façon à booster l'économie par le biais du financement des entreprises. Toutefois, on constate aussi des menaces. Alors, des menaces au travers différents points. Le premier point, ça va être la réduction de la valeur assurantielle. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la situation de taux bas réduit la valeur assurantielle, puisque le mécanisme d'actualisation avec un taux à 0 n'existe plus, mais également puisque avec ces nouveaux produits de retraite qui, pour la majorité, suppriment l'effet tunnel de la rente, peut interroger sur vraiment la valeur assurantielle, puisque on peut penser qu'une certaine partie de l'encours va sortir en capital. Donc, quelle est la différence par rapport à d'autres produits, par exemple compte titre ou d'autres produits proposés? Et ensuite, en situation de taux bas, alors on remet en cause les produits de retraite supplémentaires, mais aussi les fonds euros des contrats d'assurance vie, puisque
on n'est plus en mesure de servir des taux de rendement attractifs. Et donc, c'est vrai que la question peut se poser de l'avantage que peut apporter l'assurance vie par rapport à vraiment d'autres produits financiers ou d'autres produits tout court que l'on peut trouver que l'on peut trouver sur le marché. Donc, c'est pourquoi que dans notre point de vue, à plus long terme, le développement du marché passe par différentes mesures, en premier lieu desquelles il nous semble important de revoir les régimes de retraite obligatoires. En effet, comme on l'a dit, aujourd'hui, même si les régimes obligatoires sont prédominants, on n'est pas à l'abri d'une baisse des taux. On envisage une baisse des taux de remplacement dans le futur. Or, aujourd'hui, les régimes obligatoires ont toujours montré leur efficacité, ce qui est du coup offert aux Français un fort niveau de confiance dans les systèmes de retraite publique, qui, associé au manque de lisibilité sur les droits acquis, rend difficile toute projection de plus long terme, qui est essentielle pour prendre conscience de la nécessité d'augmenter les revenus nets à la retraite. Donc, pour corriger ce problème, il nous semble nécessaire de réformer les régimes obligatoires au travers différents points. Le premier point qui nous semble essentiel, c'est la clarification sur les droits acquis, qui doit permettre un ajustement des espérances de revenus de remplacement des épargnants en cohérence avec la capacité d'épargne et du coup permettre aux personnes qui souhaitent augmenter leurs revenus nets de cotiser en ayant une meilleure connaissance de ce qu'ils toucheront dans le futur. Ensuite, il nous semble important d'adapter la dégressivité des taux de remplacement, notamment dans le contexte actuel où on a une paupérisation de la population. Ce qu'on entend par adaptation des taux de dégressivité, pour nous, c'est surtout renforcer le taux de remplacement pour les premiers déciles, qui sont les plus impactés, notamment aujourd'hui par la crise, et diminuer les taux de remplacement sur les déciles les plus élevés, puisque ces déciles ont une capacité d'épargne en général plus importante, sont aussi, comme on l'a dit, incités à cotiser de manière plus importante par le biais d'avantages fiscaux. Cette dégressivité adaptée des taux de remplacement peut toutefois se faire par le biais d'un transfert de financement vers l'entreprise. Puisque, comme on l'a dit, et comme ce qui a été envisagé dans le projet de réforme des retraites, les cotisations pourraient être plafonnées et on pourrait envisager que pour compléter l'impact de ce plafonnement, et en plus avec le delta de cotisation qui ne serait pas versé par les entreprises, on peut envisager que les entreprises prennent à leur charge ces compléments de revenus perdus dans le cadre d'une réforme des retraites. Donc il nous semble vraiment indispensable de réformer les retraites pour pouvoir développer le marché de la retraite supplémentaire. Mais ce n'est pas uniquement le point. Même si c'est notre point essentiel, nous notons également d'autres points qui nous semblent importants. Et le premier de ces points, c'est développer l'éducation financière. Pourquoi? Puisqu'on sait qu'aujourd'hui, le rôle de l'éducation financière est prépondérant pour permettre la bonne évaluation des enjeux économiques et financiers et ainsi accroître l'appétence au risque des épargnants et notamment leur permettre d'optimiser à long terme leur couple rendement-risque. Alors, on sait qu'il y a des initiatives qui existent, que ce soit du côté de la FFA, de la DGT ou de la Banque de France, mais celles-ci ont encore des effets trop faibles. Alors, c'est vrai
là, par exemple, on peut demander, dans les tentatives, dans les initiatives qu'on note, on note notamment la FFA qui a sorti un guide sur l'assurance vie dernièrement, il y a quelques semaines. On note aussi en septembre 2019 l'AMF qui a lancé son premier MOOF gratuit en partenariat avec l'Institut national de la consommation pour contribuer à l'éducation financière du grand public sur la gestion de son épargne et de ses placements. Mais pour nous, il faut continuer et de manière à faire changer le comportement des épargnants. Et pour continuer dans ce sens, il nous semble important d'accélérer les dispositifs de formation, notamment en milieu scolaire, mais aussi de mettre en place une évaluation régulière pour identifier les éventuelles actions correctrices nécessaires. Et enfin, il faut généraliser ces dispositifs de formation, mais avec une meilleure coordination entre toutes les parties prenantes, puisque cela sera bénéfique à la fois aux opérateurs et aux entreprises. Et il nous semble, comme on l'a dit, important de commencer dans le milieu scolaire et puis de continuer par un bon accompagnement de la part des opérateurs. Donc, c'est les deux premières initiatives qu'on vous propose, mais nous avons également identifié d'autres points, comme Christophe va vous présenter. Pardon, merci Charlotte. Effectivement, il y a un certain nombre d'autres points qu'on a identifiés. Parmi les plus importants, il nous paraissait important de revenir sur deux choses. D'abord, renforcement de l'accompagnement en général. On l'a vu, le devoir de conseil, c'est quelque chose que les épargnants attendent. Ils ont besoin de devoir de conseil et ils ont besoin d'être confiants vis-à-vis de la personne, effectivement, qui va leur donner ce conseil. Donc, en fait, il est nécessaire de renforcer cette dimension de confiance et ça suppose, en fait, de passer par plusieurs choses. D'abord, ça suppose de passer par une accélération de la digitalisation. Alors, pourquoi une accélération de la digitalisation? C'est pour s'adapter aux nouveaux modes de communication et surtout renforcer l'option omnicanal. C'est-à-dire qu'il faut absolument, effectivement, mettre tous les moyens en place pour maintenir le lien avec l'épargnant à tout moment, soit sous forme physique, soit sous forme présentielle, soit sous forme digitale, mais de manière à s'adapter au mieux, en fait, aux besoins de communication que peut avoir l'épargnant. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Donc ça va supposer des investissements, bien entendu. La deuxième chose, c'est d'accroître le canal collectif et mutualisé de la distribution, et ça c'est quelque chose auquel on croit beaucoup. On pense que le canal par l'entreprise notamment, donc par la retraite d'entreprise, est un canal important parce qu'en fait il permet de généraliser de façon beaucoup plus forte, de par l'apport que constitue celui de l'entreprise, soit par l'intéressement et la participation, soit par la contribution obligatoire, au financement de la retraite. Donc ça c'est un vecteur qui me paraît extrêmement important, mais il faut le généraliser de façon beaucoup plus importante. La troisième chose qui nous paraît importante, c'est d'adapter la documentation. Alors, le problème des réglementations européennes, c'est qu'elles ont amené une multiplication des obligations en termes d'information des consommateurs en général et des épargnants en particulier, qui ne nous paraît pas productive et qui nous paraît même contre-productive de par la complexité de cette documentation, alors qu'on prendrait plutôt pour une pédagogie qui soit un peu plus forte et une réduction du volume des documentations qui sont aujourd'hui totalement illisibles. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que l'EIOPA, via son CEO, qui vient de partir, enfin qui a en tout cas annoncé dans son départ, signalait dans son message de départ qu'il était important de revoir cette documentation pour la simplifier parce qu'il estimait que globalement, effectivement, les réglementations avaient un peu trop poussé à la complexification de la documentation et à la masse et au volume de cette documentation. Dernier point qui nous paraît important, c'est maintenir, voire renforcer le lien avec des conseillers non virtuels qui soient bien formés, et là c'est tout évidemment le problème de l'accompagnement des entreprises, de leurs salariés et de leurs intermédiaires, pour former correctement effectivement les personnes qui vont distribuer ces produits d'épargne retraite. Alors ensuite, pour ce qui est de l'incitation à l'épargne longue, on l'a vu, l'outil fiscal est un outil qui est évidemment reconnu comme utile pour
inciter les épargnants. Encore faut-il que cette incitation fiscale soit disponible pour la plus grande partie de la population. Or, on l'a vu, il y a moins de la moitié de la population qui est fiscalisée au titre du revenu, et donc moins de la population, il n'y a que cette population qui bénéficie effectivement de cet avantage fiscal. Donc en fait, même si évidemment on comprend que la stabilité fiscale est importante pour la confiance dans l'évolution des produits, il nous paraît nécessaire de réformer le régime fiscal pour aller vers des barèmes plus progressifs, on l'a vu, et plus d'avantages pour les populations non imposables, et puis aussi d'encourager les transferts intergénérationnels, donc les dispositifs qui permettent effectivement un transfert intergénérationnel, donc les dons intergénérationnels notamment, et enfin de réduire la concurrence des livrets d'épargne pour les CSP+, parce que paradoxalement, quand on regarde effectivement les CSP+, tous les livrets des CSP+, sont totalement remplis, et donc en fait constituent quelque part une concurrence par rapport aux produits d'épargne longue. Enfin, le dernier point que je voudrais souligner, mais en fait on a pris quelques exemples, mais il y en a bien d'autres dans notre rapport, c'est la nécessité d'alléger et mieux adapter la réglementation à l'épargne longue. Alors, on l'a vu, la réglementation prudentielle Solvabilité 2 est totalement inadaptée à l'épargne longue. On a créé en France, effectivement, des fonds de retraite supplémentaires, mais aujourd'hui, la transformation est encore anecdotique, puisqu'on n'a que moins de 10 organismes qui se sont transformés en FRPS pour bénéficier d'une réglementation plus souple. Et puis ensuite, ce qui nous paraît important aussi, c'est une meilleure valorisation de l'épargne longue auprès du grand public. Alors ça passe par une information et de l'éducation financière, mais pas que. Donc voilà un petit peu les analyses qu'on a pu faire en fait sur cette réforme de l'épargne. Et si on devait donner une conclusion, comme l'illustre le petit cochon là qui est à droite, en fait, on reste quand même relativement dubitatif sur les vertus en fait de cette réforme en l'état. Et ce malgré en fait les efforts d'homogénéisation qui ont pu être faits, etc. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il semble que les paramètres qui sont susceptibles d'en affecter le succès sont encore assez importants. Et notamment parce que cette réforme, de notre point de vue, a été faite à minima. Alors, ce qu'on croit, en fait, c'est d'abord au rôle du collectif, on l'a signalé tout à l'heure, pour le déploiement via l'entreprise des outils de retraite supplémentaires, et on voit d'ailleurs les principaux acteurs du marché s'organiser de manière justement à développer ce marché collectif au travers de plateformes. Là, on croit à l'importance de l'investissement dans l'outil digital. Là encore, l'importance d'avoir des plateformes qui soient les plus opérables possibles en matière de digitalisation et de communication avec l'assuré, avec l'épargnant en général. Le tout conditionné à une réforme ambitieuse et clarificatrice des régimes obligatoires, et ça c'est quelque chose qui nous paraît absolument indispensable, je dirais que c'est presque la première mesure qu'il faudrait prendre, et une fiscalité qui favorise plus largement l'investissement des entreprises et des particuliers. Enfin, ce qui nous paraît être important aussi, c'est la nécessité de renforcer l'éducation financière, comme l'a souligné Charlotte, et plus généralement l'accompagnement au travers donc, des commerciaux des réseaux, que ce soit des réseaux de gestionnaires d'actifs ou des réseaux d'assureurs. Et dernier point quand même qui nous paraît important, que Charlotte a souligné dans son analyse, c'est qu'on s'interroge sur le contexte économique et financier et l'impact qu'il peut avoir sur la pertinence du modèle assurantiel. C'est un point quand même qui reste important parce que quand on met en parallèle effectivement les instruments qui sont fondés sur des comptes titres où en fait on n'a aucun risque pris par l'organisme d'assurance sur le capital, et de l'autre côté, les produits d'assurance qui sont pénalisés par une réglementation lourde, qui sont pénalisés par des taux bas et qui sont pénalisés par une absence, un choix de l'épargnant qui aura tendance plutôt à aller vers la sortie en capital plutôt que la rente, on peut se poser des questions effectivement sur l'avenir du modèle assurantiel. Voilà, on a essayé de brosser assez rapidement donc, ce qui nous paraissait intéressant dans cette réforme et puis donc les limites de cette réforme liée à l'article 71 de la loi Pacte. Et puis maintenant, bien, écoute, on ouvre le débat pour les questions que vous voudriez poser sur ce sujet. Merci à tous de votre attention. Merci à vous Charlotte et Christophe pour cette présentation. Donc je vais reprendre les questions telles qu'elles sont apparues dans le fil de discussion. La première question pose sur l'avenir des articles 82 et 83 du Code général des impôts, donc par rapport aux 3 compartiments du nouveau plan d'épargne retraite que vous avez évoqué.
que vont devenir ces articles 82 et 83, donc par rapport à ce nouveau plan d'épargne retraite? Alors, l'article 83, il est repris in extenso par le fameux père obligatoire. Donc, comme l'a dit Charlotte, en fait, il y a une transposition de l'article 83 vers le père ob. Alors, l'article 82 en lui-même, il va continuer à vivre sa vie. Effectivement, il n'est pas pris pour l'instant en compte dans je dirais, dans l'enveloppe globale, comment dirais-je, du nouveau PER, mais c'est un peu volontaire de la part des pouvoirs publics, parce qu'en fait, l'idée, c'est que petit à petit, cet article 82 reste, aille en run-off, entre guillemets, et que l'essentiel de l'épargne soit transféré vers soit les pairs obligatoires, collectifs, d'entreprise, soit vers les pairs collectifs, les nouveaux instruments du PER. Mais en fait, globalement, l'idée, c'est vraiment effectivement d'avoir un transfert de l'ensemble de l'épargne qui existait sur les anciens produits vers les nouveaux produits. Alors, c'est pas sans poser un certain nombre de questions d'ordre fiscal en matière de ce transfert. C'est des questions qui sont encore en cours de résolution, notamment auprès de la direction générale du Trésor, et ça, son volet fiscal, parce qu'en fait, ça pose un certain nombre de problématiques fiscales qui sont encore à résoudre aujourd'hui, qui n'ont pas été totalement éclaircies. Donc voilà ce qu'on peut dire en l'état, mais ce qui est très clair, c'est que pour ce qui est de la couverture collective, que ce soit l'article 82 qui va plutôt aller en run-off, et que ce soit l'article 83 qui va complètement être transformé en PEROB, voilà globalement l'orientation qui est prise par les pouvoirs publics. Alors, on n'a pas mentionné volontairement l'article 39, puisqu'en fait, vous savez qu'il y a une réforme de l'article 39, mais qui ne rentre pas dans le champ de la réforme de l'article 71 de la loi Pacte, qui va rendre, en fait, l'article 39 euro-compatible, parce qu'en fait, on avait un problème, c'était le seul régime en fait qui n'était pas à prestation définie, à cotisation définie, mais à prestation définie, mais qui posait un certain nombre de problèmes en termes de compatibilité avec la réglementation européenne. Mais bon, c'est une aparté. Voilà. Très bien. Elisabeth demande ce qu'il en est de la création des structures dédiées au plan d'épargne retraite qui seront soumis à solvabilité 1 en termes de capital de solvabilité requis et de minimum de capital requis. Alors, je pense qu'on fait référence au fonds de retraite professionnel supplémentaire, donc c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Donc, les pairs sont FRPS compatibles, donc ça veut dire qu'ils peuvent s'inscrire dans la mise en place d'un FRPS. Donc, ils seront à ce titre soumis à solvabilité 1. Ce qui peut être important de préciser, et c'est vrai qu'on ne s'est pas beaucoup arrêté dessus, mais c'est que la loi Pacte, avec le PER, impose que les nouveaux produits PER soient cantonnés. Ce qui veut dire qu'ils soient mis dans une comptabilité auxiliaire. Et ce qui veut dire qu'en solvabilité 2, notamment pour le calcul du SCR, on ne peut plus mutualiser les risques avec le reste du périmètre. Cette spécificité imposée fait qu'aujourd'hui, un certain nombre d'acteurs s'interrogent notamment sur la mise en place du FRPS, puisque le fait de perdre ce bénéfice de mutualisation de mutualisation des produits de retraite remet en cause un petit peu le positionnement qu'il pouvait avoir jusqu'à présent. Et pour compléter ce que vient de dire Charlotte, effectivement, ce qui est très important de comprendre, c'est que l'obligation du cantonnement qui donc sera effectif au 1er janvier 2023, donc les organismes ont un petit délai pour le faire, parce qu'évidemment ça va impliquer des transferts d'actifs avec des potentialités, des problèmes justement de rééquilibrage des portefeuilles au sein des groupes. Il est questionné aussi parce qu'en fait, effectivement, aujourd'hui, la directive IORP qui gouverne en fait les FRPS, on est sous une directive IORP sur le pilier 1, grosso modo, qui fait que les exigences en capital sont plus faibles, devrait évoluer, cette directive IORP. Or, on n'est pas certain que l'évolution n'aille pas vers une convergence solvabilité 2.
Donc, pour certains organismes, quel intérêt il y aurait à passer en FRPS si demain, en fait, la directive URP, qui en fait définit la réglementation pour les fonds de pension, venait à converger vers Solvabilité 2 et du coup ferait un retour en arrière. Donc là, c'est aussi un élément important à prendre en compte. Donc aujourd'hui, il y a cet arbitrage à prendre par les groupes. Hein, donc certains l'ont pris, comme les grands groupes AXA, Allianz, etc. Mais pour des plus petites entités, et notamment pour les entités mutualistes qui sont monoproduits, monomarchés, c'est beaucoup moins évident parce qu'en plus, ça impliquerait, si elles font de l'épargne par ailleurs, d'avoir 2 organismes à gérer au lieu d'un, puisqu'il y en aurait un qui serait sous réglementation FRPS, donc, et puis un autre qui serait sous réglementation Solvabilité 2, avec constitution d'un groupe. Donc vous imaginez la complexité pour un petit organisme d'avoir à gérer tout ça. Donc tout ça fait que pour l'instant, je dirais que le FRPS, c'est une solution qui peut paraître intéressante sous certains aspects, mais qui reste quand même incertaine pour d'autres. Voilà. Ça, une nouvelle question de Jean-Christophe. Finalement, conseilleriez-vous ce produit en l'état? Est-ce qu'il y a des profils en termes d'âge, de CSP, etc., qui sont privilégiés ou au contraire, quels sont les profils qui sont défavorisés? Charlotte, tu veux que je réponde Comme tu veux. Alors, je vais peut-être commencer de façon générale. En fait, ça c'est une question extrêmement délicate. Parce qu'en fait, effectivement, ce dont on s'aperçoit, c'est d'abord, il y a la volonté du gouvernement, encore une fois, elle était à la fois simplification des produits, mais aussi transfert de l'épargne. Ce transfert de l'épargne, il a été fortement encouragé par des dispositions fiscales qui permettent notamment de transférer effectivement des patrimoines importants constituant une assurance vie vers des produits d'épargne retraite. Donc de ce point de vue-là, il peut y avoir effectivement une opportunité fiscale à saisir. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que les épargnants les plus sophistiqués, en fait, en font des arbitrages qui sont non pas des arbitrages, je dirais, focalisés sur leur niveau de retraite supplémentaire, parce que de toute façon, ils ont des moyens, mais plutôt focalisés sur l'optimisation fiscale qu'ils peuvent retirer du produit. Et en fait, le problème, c'est qu'en fonction de la typologie du produit qu'ils ont déjà dans leur portefeuille, il peut y avoir un intérêt ou non fiscal, effectivement, à transférer ces produits vers les nouveaux produits d'épargne retraite. Et cette situation, en fait, elle est extrêmement dépendante du profil de l'épargnant à l'instant T. Donc c'est quand même extrêmement compliqué de répondre à cette question, d'où l'importance effectivement de la formation d'ailleurs des commerciaux qui vont devoir analyser la situation de la personne, analyser les produits d'épargne qui existent déjà et voir si effectivement, au regard du profil de l'épargnant et de ses souhaits, il y a un intérêt ou non à transférer les produits existants vers des nouveaux produits. Donc alors ça c'est pour je dirais, les gens qui sont déjà munis de produits. Pour les personnes qui n'étaient pas munies de produits d'épargne retraite, et on pense notamment au CSP-, entre guillemets, la situation malheureusement n'a pas changé. À une exception près, et on l'a souligné, et c'est là où on a proposé un certain nombre de mesures d'amélioration, c'est que lorsque l'on va vers un paiement obligatoire, notamment au travers du collectif d'entreprise, là, pour les personnes effectivement qui ont de faibles capacités d'épargne, le fait que l'entreprise elle-même effectue des versements obligatoires vient évidemment contribuer fortement à l'évolution de l'épargne de retraite, et donc constituer un outil fantastique pour ces personnes de constituer une retraite supplémentaire. Encore faut-il encourager, notamment les PME-PMI, à investir dans ces produits. Or, aujourd'hui, l'incitation qui est faite pour ces PME-PMI n'est pas suffisante. Et c'est pour ça qu'on pense qu'au travers de la réforme de retraite future, des piliers obligatoires, il pourrait être intéressant, par l'économie qu'on va faire sur la réduction des tranches qui vont cotiser à l'épargne retraite, de favoriser justement les PME-PMI pour encourager la mise en place de dispositifs, notamment obligatoires, de collectifs. Donc voilà un petit peu la réponse qu'on peut donner. Mais encore une fois, je crois qu'il n'y a pas... c'est un des challenges de ce produit de retraite supplémentaire, c'est que ça va nécessiter une analyse individuelle extrêmement importante qui dépend en plus je dirais, du déroulé futur de la vie d'épargnant. C'est-à-dire que, évidemment, en fonction de son évolution future, eh bien, les besoins peuvent être différents. Et on l'a vu d'ailleurs, le gouvernement l'a très bien compris, on n'a pas tellement insisté sur cette mesure, mais la possibilité dans tous les PER, excepté le PEROB, de pouvoir sortir pour acheter sa résidence principale, fait que ce produit est à la fois un produit d'épargne de moyen terme pour le financement de projets de moyen terme et un outil de financement à plus long terme pour la retraite. Et ça, c'est effectivement une disposition qui a été mise en place, qui est importante. Voilà. À ceci près, peut-être qu'il convient de préciser, c'est que c'est vrai que la sortie pour rachat de résidence principale, il faut faire attention. Si on est notamment sur un investissement assez risqué sur une gestion pilotée à horizon pour des profils assez jeunes,
risque d'être le cas. Attention tout de même à ne pas sortir de manière précipitée à un moment qui serait pas forcément favorable. Typiquement, en avril l'année dernière, où les marchés étaient très bas, la valeur de l'épargne s'en ressentirait forcément. Et c'est là encore où le devoir de conseil est extrêmement important, effectivement. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, si cette option existe, elle n'est pas forcément exerçable au regard des marchés. Alors, juste un point pour souligner ce que vient de dire Charlotte, c'est qu'effectivement, la gestion pilotée, elle est faite pour piloter la sortie à la liquidation à la retraite. Mais elle n'est pas faite pour piloter la sortie à la liquidation anticipée, hein, bien entendu. Parce que celle-là est totalement aléatoire. Très bien, écoutez, merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres questions. Merci beaucoup Charlotte et Christophe pour cette présentation. On voit que la question reste ouverte et que le conseil des professionnels est toujours important, primordial pour s'adapter au mieux aux situations de chacun. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé donc à ce webinaire. Je vous rappelle que nous restons à votre disposition pour vous donner toute information sur le programme donc, auquel participent Charlotte et Christophe, donc ce MBA Centre des hautes études d'assurance. N'hésitez pas à consulter notre site internet mba.chea.dauphine.fr et à contacter Isabelle Pasquet, donc la secrétaire générale du programme, qui vous donnera toutes les informations nécessaires. Vous trouverez ses coordonnées sur le site.